Le fermier qui a donné le pire héritage à son fils cadet. ETAVUCE qu'il n'avait jamais imaginé papa. Tu ne peux pas faire ça à Julien. La voix de Marie résonne dans la vieille ferme de Provence, près d'Aix-en-Provence, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. L'odeur âcre de la lavande séchée flotte encore dans l'air du grenier poussiéreux, mélangée à cette tension électrique qui précède les orages familiaux. Henri Dubois, 78 ans, les mains tachées par 60 années de labeur sur ses terres, serre dans ses doigts tremblants un testament qui va bouleverser 3 vies à jamais. Ce qu'il s'apprête à révéler ce matin de septembre 2023 défiera tout ce que ses enfants croyaient savoir sur l'équité, l'amour paternel, et sur les véritables trésors cachés dans cette propriété familiale de 15 hectares. Les cyprès centenaires qui bordent le domaine murmurent sous le mistral matinal, comme s'ils gardaient depuis des décennies le secret que Henri va enfin dévoiler. Dans la cuisine aux tomates rouges typiquement provençale, l'atmosphère est lourde de non-dits et de reproches silencieux. Philippe, l'aîné de 45 ans, tapote nerveusement ses doigts sur la table en chêne massif, ses yeux fixés sur les vignobles qui s'étendent à perte de vue, ces vignes qu'il a toujours considérées comme son héritage naturel. Marie, 42 ans, institutrice à Marseille, serre les poings, indignée par ce qu'elle perçoit comme une injustice flagrante envers son petit frère. Et Julien, 35 ans, le cadet au rêve d'artiste que son père n'a jamais compris, reste étrangement silencieux, le regard perdu vers les collines ocres qui ondulent jusqu'à l'horizon. « Mes enfants, commence Henri d'une voix rauque qui porte le poids des années et des secrets, ce que je vais vous dire aujourd'hui changera tout ce que vous pensez de moi, de cette terre, et de ce qui vous attend après ma mort. » Le vieux fermier se lève péniblement de sa chaise, ses articulations protestent comme les vieilles poutres de la maison quand le vent s'engouffre dans les combles. Il se dirige vers la fenêtre qui donne sur la cour pavée où picotent encore quelques poules, leur gloussement apaisant contrastant avec la tension palpable de cette réunion familiale impromptue. Le soleil provençal filtre à travers les persiennes en bois, créant des jeux d'ombre et de lumière qui dansent sur les murs blanchis à la chaux. « Philippe, reprend Henri en se tournant vers son fils aîné, tu hériteras des vignobles, comme tu l'as toujours espéré. 15 hectares de côte de Provence, le chai moderne que nous avons construit ensemble, et la maison principale. » Philippe hoche la tête, un sourire de satisfaction naissant sur ses lèvres. Il s'attendait à cette décision logique, traditionnelle, qui respecte le droit d'aînesse dans les familles rurales françaises. « Marie, ma fille, tu recevras l'oliveraie, les 3 hectares de lavande, et la petite maison de gardien que tu as toujours aimée pour tes vacances d'été. » Marie sourit faiblement, touchée par cette attention paternelle qui reconnaît son attachement à cette partie bucolique du domaine où elle venait dessiner étant enfant. Puis le silence. Un silence épais, presque tangible, troublé seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise qui égrène les secondes avec une régularité hypnotique. Henri se racle la gorge, évite le regard de Julien, et ses mains se crispent sur le rebord de la fenêtre jusqu'à blanchir ses jointures. « Et toi, Julien ?» Sa voix se brise légèrement. « Toi, mon fils, tu hériteras de ce que tes frères et sœurs considèrent comme le pire lot. Les 3 hectares de friche au nord de la propriété, cette terre ingrate que nous n'avons jamais réussi à cultiver, parsemée de rochers et d'épineux, et la vieille bergerie abandonnée qui tombe en ruine depuis 20 ans. » L'indignation explose instantanément. « Papa !» s'écrie Marie en bondissant de sa chaise, « c'est injuste. Julien mérite mieux que des cailloux et des ronces. » Philippe, malgré sa satisfaction personnelle, fronce les sourcils, mal à l'aise devant cette répartition qui semble effectivement déséquilibrée. Mais Julien reste immobile, ses yeux d'un bleu délavé fixant intensément son père, comme s'il cherchait à percer un mystère que les autres ne soupçonnent pas. Il y a quelque chose dans l'attitude du vieux fermier, une tension particulière, un tremblement dans la voix qui ne cadre pas avec une simple distribution d'héritage. « Il y a autre chose, n'est-ce pas, papa ?» murmure Julien, sa voix d'artiste habitué aux nuances et aux sous-entendus. Henri se retourne brusquement, surpris par la perspicacité de son fils cadet. Ses yeux, du même bleu délavé que ceux de Julien, se voilent d'émotion. « Tu as toujours été trop observateur pour ton bien, mon garçon » souffle-t-il avec un mélange de fierté et d'appréhension. L'odeur du thym sauvage que le Mistral apporte des collines environnantes envahit soudain la cuisine, portée par une bourrasque qui fait claquer les volets. Dehors, les nuages s'amoncellent au-dessus du mont Sainte-Victoire, annonçant l'orage qui couve depuis l'aube sur cette journée déjà chargée d'électricité émotionnelle. Henri fouille dans la poche de sa veste de velours côtelé,
cette veste qu'il porte depuis des décennies pour les grandes occasions, et en sort une clé ancienne, rouillée, au bout d'une chaîne ternie par le temps. La clé teinte doucement contre le métal de la chaîne, produisant un son cristallin qui résonne étrangement dans le silence tendu de la cuisine. Cette clé, Julien, appartient à la bergerie que tu vas hériter. Mais ce n'est pas une bergerie ordinaire. Sa voix se fait mystérieuse, presque conspiratorice. Ton arrière-grand-père, celui que vous n'avez jamais connu, celui dont nous ne parlons jamais dans cette famille, il y a caché quelque chose avant de mourir en 1943, pendant la guerre. L'atmosphère de la pièce change radicalement. Philippe et Marie échangent des regards perplexes, réalisant soudain que cette répartition d'héritage cache des secrets familiaux bien plus profonds qu'ils ne l'imaginaient. Julien tend la main vers la clé, ses doigts d'artiste tremblant légèrement, quand soudain, le téléphone fixe de la cuisine se met à sonner avec une insistance stridente qui brise net la révélation paternelle. Henri sursaute, la clé lui échappe des mains et tombe sur les tomates avec un bruit métallique qui résonne comme un présage. Tous les regards se figent sur cette clé mystérieuse qui gît maintenant sur le sol de la cuisine provençale, tandis que la sonnerie du téléphone continue de résonner, insistante, comme si quelqu'un d'autre connaissait le secret de la bergerie et cherchait désespérément à empêcher sa révélation. Le vieux fermier hésite, la main tendue vers le combiné, ses yeux passant nerveusement de la clé au téléphone, puis au visage interrogateur de ses trois enfants. Dehors, le premier grondement de tonnerre roule au-dessus des collines. Provençal, et une question terrible traverse l'esprit de Julien. Et si cet héritage apparemment dérisoire cachait en réalité un secret capable de bouleverser non seulement sa vie, mais l'histoire même de leur famille? La sonnerie continue, impitoyable, tandis que la clé de la bergerie semble briller d'un éclat mystérieux sur le sol de cette cuisine où trois destins viennent de basculer vers l'inconnu, le fermier qui a donné le pire héritage à son fils cadet. ETAVUCE qu'il n'avait jamais imaginé. Partie 1. Introduction. L'accroche fatale. Papa, tu ne peux pas faire ça à Julien. La voix de Marie résonne dans la vieille ferme de Provence, près d'Aix-en-Provence, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. L'odeur âcre de la lavande séchée flotte encore dans l'air du grenier poussiéreux, mélangée à cette tension électrique qui précède les orages familiaux. Henri Dubois, 78 ans, les mains tachées par 60 années de labeur sur ses terres, serre dans ses doigts tremblants un testament qui va bouleverser 3 vies à jamais. Ce qu'il s'apprête à révéler ce matin de septembre 2023 défiera tout ce que ses enfants croyaient savoir sur l'équité, l'amour paternel, et sur les véritables trésors cachés dans cette propriété familiale de 15 hectares. Les cyprès centenaires qui bordent le domaine murmurent sous le mistral matinal, comme s'ils gardaient depuis des décennies le secret que Henri va enfin dévoiler. Dans la cuisine aux tomates rouges typiquement provençale, l'atmosphère est lourde de non-dits et de reproches silencieux. Philippe, l'aîné de 45 ans, tapote nerveusement ses doigts sur la table en chêne massif, ses yeux fixés sur les vignobles qui s'étendent à perte de vue. Ces vignes qu'il a toujours considérées comme son héritage naturel. Marie, 42 ans, institutrice à Marseille, serre les poings, indignée par ce qu'elle perçoit comme une injustice flagrante envers son petit frère. Et Julien, 35 ans, le cadet au rêve d'artiste que son père n'a jamais compris, reste étrangement silencieux, le regard perdu vers les collines ocres qui ondulent jusqu'à l'horizon. Mes enfants, commence Henri d'une voix rauque qui porte le poids des années et des secrets, ce que je vais vous dire aujourd'hui changera tout ce que vous pensez de moi, de cette terre, et de ce qui vous attend après ma mort. Le vieux fermier se lève péniblement de sa chaise, ses articulations protestent comme les vieilles poutres de la maison quand le vent s'engouffre dans les combles. Il se dirige vers la fenêtre qui donne sur la cour pavée où picotent encore quelques poules, leur gloussement apaisant contrastant avec la tension palpable de cette réunion familiale impromptue. Le soleil provençal filtre à travers les persiennes en bois, créant des jeux d'ombre et de lumière qui dansent sur les murs blanchis à la chaux. Philippe, reprend Henri en se tournant vers son fils aîné, tu hériteras des vignobles, comme tu l'as toujours espéré. 15 hectares de côte de Provence, le chai moderne que nous avons construit ensemble, et la maison principale. Philippe hoche la tête, un sourire de satisfaction naissant sur ses lèvres. Il s'attendait à cette décision logique, traditionnelle, qui respecte le droit d'aînesse dans les familles rurales françaises. Marie, ma fille, tu recevras l'oliveraie, les 3 hectares de lavande, et la petite maison de gardien que tu as toujours aimée pour tes vacances d'été. Marie sourit faiblement, touchée par cette attention paternelle qui reconnaît son attachement à cette partie bucolique du domaine où elle venait dessiner étant enfant.
Puis le silence. Un silence épais, presque tangible, troublé seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise qui égrène les secondes avec une régularité hypnotique. Henri se racle la gorge, évite le regard de Julien, et ses mains se crispent sur le rebord de la fenêtre jusqu'à blanchir ses jointures. « Et toi, Julien ?» Sa voix se brise légèrement. « Toi, mon fils, tu hériteras de ce que tes frères et sœurs considèrent comme le pire lot. Les 3 hectares de friche au nord de la propriété, cette terre ingrate que nous n'avons jamais réussi à cultiver, parsemée de rochers et d'épineux, et la vieille bergerie abandonnée qui tombe en ruine depuis 20 ans. » L'indignation explose instantanément. « Papa !» s'écrie Marie en bondissant de sa chaise, « c'est injuste. Julien mérite mieux que des cailloux et des ronces. » Philippe, malgré sa satisfaction personnelle, fronce les sourcils, mal à l'aise devant cette répartition qui semble effectivement déséquilibrée. Mais Julien reste immobile, ses yeux d'un bleu délavé fixant intensément son père, comme s'il cherchait à percer un mystère que les autres ne soupçonnent pas. Il y a quelque chose dans l'attitude du vieux fermier, une tension particulière, un tremblement dans la voix qui ne cadre pas avec une simple distribution d'héritage. « Il y a autre chose, n'est-ce pas, papa ?» murmure Julien, sa voix d'artiste habitué aux nuances et aux sous-entendus. Henri se retourne brusquement, surpris par la perspicacité de son fils cadet. Ses yeux, du même bleu délavé que ceux de Julien, se voilent d'émotion. « Tu as toujours été trop observateur pour ton bien, mon garçon » souffle-t-il avec un mélange de fierté et d'appréhension. L'odeur du thym sauvage que le Mistral apporte des collines environnantes envahit soudain la cuisine, portée par une bourrasque qui fait claquer les volets. Dehors, les nuages s'amoncellent au-dessus du mont Sainte-Victoire, annonçant l'orage qui couve depuis l'aube sur cette journée déjà chargée d'électricité émotionnelle. Henri fouille dans la poche de sa veste de velours côtelé, cette veste qu'il porte depuis des décennies pour les grandes occasions, et en sort une clé ancienne, rouillée, au bout d'une chaîne ternie par le temps. La clé teinte doucement contre le métal de la chaîne, produisant un son cristallin qui résonne étrangement dans le silence tendu de la cuisine. Cette clé, Julien, appartient à la bergerie que tu vas hériter. Mais ce n'est pas une bergerie ordinaire. Sa voix se fait mystérieuse, presque conspiratorice. Ton arrière-grand-père, celui que vous n'avez jamais connu, celui dont nous ne parlons jamais dans cette famille, il y a caché quelque chose avant de mourir en 1943, pendant la guerre. L'atmosphère de la pièce change radicalement. Philippe et Marie échangent des regards perplexes, réalisant soudain que cette répartition d'héritage cache des secrets familiaux bien plus profonds qu'ils ne l'imaginaient. Julien tend la main vers la clé, ses doigts d'artiste tremblant légèrement, quand soudain, le téléphone fixe de la cuisine se met à sonner avec une insistance stridente qui brise net la révélation paternelle. Henri sursaute, la clé lui échappe des mains et tombe sur les tomates avec un bruit métallique qui résonne comme un présage. Tous les regards se figent sur cette clé mystérieuse qui gît maintenant sur le sol. De la cuisine provençale, tandis que la sonnerie du téléphone continue de résonner, insistante, comme si quelqu'un d'autre connaissait le secret de la bergerie et cherchait désespérément à empêcher sa révélation. Le vieux fermier hésite, la main tendue vers le combiné, ses yeux passant nerveusement de la clé au téléphone, puis au visage interrogateur de ses 3 enfants. Dehors, le premier grondement de tonnerre roule au-dessus des collines provençales, et une question terrible traverse l'esprit de Julien. Et si cet héritage apparemment dérisoire cachait en réalité un secret capable de bouleverser non seulement sa vie, mais l'histoire même de leur famille? La sonnerie continue, impitoyable, tandis que la clé de la bergerie semble briller d'un éclat mystérieux sur le sol de cette cuisine où 3 destins viennent de basculer vers l'inconnu. Partie 2 de développement, approfondissement et tension croissante, Henri décroche enfin le téléphone d'une main tremblante, et sa voix se fait soudain méconnaissable, presque chuchotée. « Allô ? Non, non, ce n'est pas le moment. J'ai dit que je m'en occuperais. » Il tourne le dos à ses enfants, mais dans le reflet de la fenêtre, Julien peut voir le visage de son père se décomposer, ses traits se creuser comme si la voix à l'autre bout du fil venait de prononcer une sentence de mort. « Écoutez-moi bien, poursuit Henri dans un souffle, il ne faut pas maintenant, mes enfants sont là. » Le Mistral redouble de violence, faisant gémir les vieilles poutres de la ferme, et cette plainte sinistre semble accompagner la conversation téléphonique qui plonge le vieux fermier dans une angoisse visible. Quand il raccroche brutalement, ses mains tremblent si fort qu'il doit s'appuyer au mur blanchi à la chaux pour ne pas vaciller. « Papa, qui était ce
demande Marie d'une voix où perce l'inquiétude et la suspicion. Mais Henri évite son regard, se penche pour ramasser la clé mystérieuse avec une lenteur calculée, comme s'il cherchait à gagner du temps pour reprendre contenance. Personne d'important, marmonne-t-il, mais le mensonge est si évident que même Philippe, pourtant peu enclin aux subtilités psychologiques, fronce les sourcils. Julien, lui, observe chaque micro-expression de son père avec l'acuité d'un portraitiste. Il remarque la façon dont les rides se creusent autour des yeux bleus délavés, la manière dont les épaules s'affaissent sous le poids d'un secret trop lourd, et surtout, cette lueur de peur qui n'existait pas avant l'appel téléphonique. Cette personne connaît l'existence de la bergerie, n'est-ce pas ? Murmure Julien avec cette intuition troublante qui le caractérise depuis l'enfance. Le silence qui suit cette question résonne dans la cuisine provençale comme un aveu. Henri se fige, la clé serrée dans son poing fermé, et ses yeux se posent sur Julien avec un mélange d'admiration et d'épouvante. « Tu es trop intelligent pour ton bien, mon garçon, répète-t-il, mais cette fois, ces mots sonnent comme un avertissement plutôt qu'un compliment. Dehors, la pluie commence à tomber sur les tuiles romaines avec un crépitement qui évoque le bruit des pas sur du gravier, et cette association d'idées fait frissonner involontairement le vieux fermier. Il y a des choses dans cette famille, dans cette terre, que vous ne devriez peut-être jamais découvrir, avoue-t-il dans un souffle, mais immédiatement, il semble regretter cette confidence, car il se redresse et tente de reprendre contenance. Enfin, ce qui est fait est fait. L'héritage est décidé, et il le restera. Philippe, qui jusqu'à présent était resté relativement passif, satisfait de son lot, commence à manifester une curiosité inquiète. « Papa, de quoi parles-tu exactement ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette bergerie qui puisse intéresser des inconnus au téléphone ?» Sa voix porte cette autorité naturelle de l'aîné habitué à diriger l'exploitation viticole, mais elle révèle aussi une pointe d'anxiété. Henri le regarde longuement, comme s'il pesait les conséquences de chaque mot qu'il s'apprête à prononcer. Ton arrière-grand-père, Émile Dubois, n'était pas seulement fermier, mais enfant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette propriété servait comment dire, de point de passage pour certaines personnes qui fuyaient les nazis. L'odeur de la pluie sur la terre s'échantre par la fenêtre entr'ouverte, mélangée au parfum persistant de la lavande, créant une atmosphère lourde de secrets et de souvenirs douloureux. Marie se lève brusquement, ses yeux brillants d'une excitation mêlée d'angoisse. « Tu veux dire que notre arrière-grand-père était dans la résistance ? Mais pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit ?» Henri secoue la tête lentement, ses doigts caressant machinalement la surface rugueuse de la vieille clé. Ce n'était pas de la résistance officielle, Marie. C'était plus compliqué que ça. Plus dangereux aussi. Il marque une pause, ses yeux se perdant dans la contemplation des gouttes de pluie qui strient la vitre. Émile aidait des gens à fuir, oui, mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'il a caché dans la bergerie avant de mourir, quelque chose que certaines personnes cherchent encore aujourd'hui. Le tonnerre gronde plus fort au-dessus du mont Sainte-Victoire, et chaque éclair illumine brièvement les visages tendus de la famille Dubois, créant des jeux d'ombre et de lumière qui accentuent le caractère dramatique de ces révélations. Julien se lève à son tour, ses mouvements fluides trahissant cette grâce naturelle qui le distingue de ses frères et sœurs plus terre à accent grave-terre. « Papa, cette personne au téléphone, elle te menace, n'est-ce pas ?» La perspicacité de cette question frappe Henri comme une gifle. Il recule d'un pas, comme si son fils venait de mettre le doigt sur une plaie béante. « Julien, je t'en prie. » Sa voix se brise, révélant une vulnérabilité que ses enfants ne lui connaissaient pas. Il y a des forces, des intérêts, que tu ne peux pas comprendre. Des gens qui n'hésiteraient pas à faire du mal pour récupérer ce qui est caché dans cette bergerie. L'aveu tombe comme un couperet dans la cuisine provençale, et soudain, l'héritage de Julien prend une dimension infiniment plus sombre et plus dangereuse. Mais qu'est-ce qui peut bien être si précieux pour justifier des menaces 70 ans après la guerre ? S'interroge Philippe, sa voix trahissant maintenant une réelle inquiétude pour son frère cadet. Henri s'approche de la fenêtre, observe les vignes qui ploient sous la violence du mistral et de la pluie, et ses épaules se voûtent sous le poids d'un secret trop longtemps gardé. De l'or, des bijoux, des œuvres d'art volées par les nazis, voilà ce que tout le monde suppose, murmure-t-il. Mais la vérité est à la fois plus simple et infiniment plus dangereuse. Il se retourne vers ses enfants, et dans ses yeux, il lise une peur ancestrale, transmise de génération en génération comme un poison familial. Ce qu'Émile a caché, ce ne sont pas des objets de valeur.
Ce sont des documents. Des noms, des adresses, des preuves, des choses qui pourraient encore aujourd'hui détruire des vies, ruiner des familles respectables, ébranler des fortunes bâties sur le mensonge et la collaboration. L'impact de cette révélation frappe les 3 enfants comme une déflagration. Marie porte instinctivement la main à sa bouche, Philippe devient livide, et Julien. Julien fixe intensément la clé dans les mains de son père, comme si cet objet rouillé venait de se transformer en bombe à retardement. Tu veux dire que des collaborateurs, des traîtres de la guerre, sont encore vivants, et qu'ils savent que nous possédons des preuves contre eux. La voix de Julien est à peine audible, mais chaque mot porte le poids d'une compréhension terrible. Henri hoche la tête gravement, ses rides semblant se creuser davantage à chaque seconde. Leurs enfants, leurs petits-enfants, des gens respectables aujourd'hui, des notables, des hommes d'affaires influents de Marseille, d'Aix, de toute la région. Des familles entières dont la réputation et la fortune reposent sur des crimes oubliés de tous, sauf d'Émile, qui a tout consigné, tout documenté. Soudain, un bruit sourd résonne à l'extérieur, différent du tambourinement de la pluie sur les tuiles. Des pas lourds sur les pavés de la cour, des voix étouffées par le vent, et le grondement caractéristique d'un moteur de voiture qui se rapproche lentement de la ferme. Henri blêmit instantanément, ses mains se crispent sur la clé jusqu'à en faire blanchir ses jointures, et ses yeux se dirigent vers la fenêtre avec une terreur palpable. « Mon Dieu, souffle-t-il, ils sont là. Ils ont dû écouter notre conversation téléphonique, ou alors. » Il ne finit pas sa phrase, mais court vers la fenêtre pour écarter discrètement le rideau de dentelle provençale. Ce qu'il voit le fait reculer d'un bond, comme si une vipère venait de surgir derrière la vitre. « Mes enfants, dit-il d'une voix blanche, nous n'avons peut-être que quelques minutes avant qu'ils ne viennent réclamer cette clé, et tout ce qu'elle représente. Julien, ton héritage vient de devenir le plus précieux, et le plus mortel de tous. » Mais contre toute attente, Julien éclate d'un rire cristallin qui résonne étrangement dans la tension électrique de la cuisine. Ses frères et sœurs le regardent avec stupéfaction, tandis qu'Henri recule, déstabilisé par cette réaction totalement inattendue. « Papa, dit Julien en essuyant une larme de rire, tu es vraiment un comédien hors pair. 70 ans que tu répètes cette histoire dans ta tête, et tu y crois encore. » Il se lève avec une grâce féline, s'approche de la fenêtre et écarte franchement le rideau. Dehors, sous la pluie battante, 3 hommes en ciré jaune s'affairent autour d'un tracteur en panne, manifestement des ouvriers agricoles du domaine voisin. Tes mystérieux visiteurs, papa, ce sont les employés de M. Bertrand qui viennent réparer leurs machines sous notre hangar, comme ils le font depuis 20 ans quand il pleut. Le soulagement se mélange à la confusion sur les visages de Philippe et Marie, mais Henri reste figé, ses yeux fixés sur son fils cadet avec une expression indéchiffrable. « Tu ne comprends pas, Julien, » insiste Henri d'une voix tremblante, mais son fils l'interrompt d'un geste doux et ferme. « Non, papa, c'est toi qui ne comprends pas. Il n'y a jamais eu de résistants dans notre famille, pas de documents secrets, pas de collaborateurs qui nous menacent. » Julien prend délicatement la clé rouillée des mains de son père et l'examine sous la lumière électrique de la cuisine. Cette clé ouvre effectivement la bergerie, mais elle ne cache aucun trésor de guerre. Elle ouvre simplement sur 60 années de tes créations artistiques, papa. Tes sculptures, tes peintures, tes poèmes, tout ce que tu as créé en secret depuis ta jeunesse et que tu n'as jamais osé nous montrer. L'atmosphère de la cuisine bascule complètement, la peur laissant place à une émotion d'une intensité différente, infiniment plus pure et plus bouleversante. Henri s'effondre littéralement sur sa chaise, ses épaules se voûtent, et pour la première fois depuis des décennies, ses yeux se remplissent de larmes. « Comment as-tu découvert ?» balbutie-t-il, sa voix d'homme fort brisée par l'émotion. Julien s'agenouille devant son père, pose une main apaisante sur ses mains ridées, et sourit avec une tendresse infinie. « Parce que je suis ton fils, papa. Parce que j'ai hérité de ta sensibilité artistique, de ta façon de voir la beauté dans les détails que les autres ignorent. Parce que depuis mon enfance, je remarque les traces de peinture sous tes ongles après tes prétendues réparations à la bergerie, l'odeur de térébenthine sur tes vêtements quand tu reviens de tes longues promenades solitaires. » Marie et Philippe écoutent, fascinés et émus, découvrant un père qu'ils n'avaient jamais soupçonné, un homme qui cachait son âme d'artiste derrière sa façade de fermier pragmatique. « Mais le coup de téléphone ?» demande Marie, encore sous le choc de cette révélation. Henri essuie ses yeux humides et esquisse un sourire embarrassé. « Madame Rousseau,
la galeriste d'Aix-en-Provence. Elle voulait savoir si j'avais enfin décidé à exposer mes œuvres dans sa galerie. Elle me harcèle depuis des mois. Il marque une pause, regarde ses 3 enfants avec une vulnérabilité nouvelle. J'ai eu peur que vous découvriez mon secret, que vous me jugiez, que vous trouviez ridicule ce vieux fermier qui joue à l'artiste dans sa bergerie. Philippe secoue la tête, bouleversé. Papa, pourquoi avoir inventé cette histoire de guerre, de documents secrets? Henri baisse les yeux, honteux. Parce que c'était plus facile de vous faire croire à un héritage dangereux qu'à un héritage sensible. Parce que dans notre famille de paysans, l'art a toujours été considéré comme une perte de temps, une faiblesse. Julien se redresse, la clé serrée dans sa main, et ses yeux brillent d'une détermination nouvelle. Alors maintenant, papa, tu vas m'emmener à cette bergerie. Tu vas me montrer qui tu es vraiment, l'artiste que tu as toujours été, et nous allons découvrir ensemble ton véritable héritage. Henri hésite encore, mais devant la confiance absolue de son fils, devant l'amour et l'acceptation qu'il lit dans les yeux de ses 3 enfants, sa résistance s'effrite. D'accord, murmure-t-il, et ce simple mot porte le poids de 60 années de secret et de honte. Ils sortent tous les 4 sous la pluie provençale qui diminue, traversent les 3 hectares de friche que Julien va hériter, et approchent de la vieille bergerie en pierre dont les murs épais ont gardé intact un trésor infiniment plus précieux que tout l'or du monde. Quand Henri tourne la clé dans la serrure rouillée et que la porte s'ouvre en grinçant, un parfum d'huile de lin et de térébenthine s'échappe de l'intérieur, mélangé à l'odeur du bois et de la pierre ancienne. À la lueur de la lampe électrique que Henri allume d'une main tremblante, la bergerie révèle son secret. Des dizaines de toiles, certaines encore humides, représentant les paysages provençaux avec une sensibilité et une maîtrise technique époustouflantes. Des sculptures en bois d'olivier, polies par des années de travail patient, capturent la lumière avec une grâce saisissante. Des carnets de poèmes manuscrits s'empilent sur une vieille table, témoins de l'âme profonde d'un homme qui a passé sa vie à cacher sa véritable nature. Marie porte les mains à sa bouche, émue aux larmes. Philippe, l'homme pragmatique, reste bouche bée devant le talent brut de son père. Et Julien comprend enfin pourquoi il a toujours senti une connexion particulière avec ce père que les autres jugeaient trop terre à accent grave-terre. Papa, souffle Julien, ses œuvres sont magnifiques. Tu es un véritable artiste, un grand artiste. Henri, les joues ruisselantes de larmes qu'il ne cherche plus à cacher, hoche la tête avec un mélange de fierté et de soulagement. J'ai peint chaque coucher de soleil sur nos vignes, sculpté chaque olivier centenaire de la propriété, écrit chaque émotion que m'inspirait cette terre que j'aime tant. Il se tourne vers ses enfants, et dans ses yeux, la peur a laissé place à une sérénité nouvelle. Maintenant vous savez pourquoi j'ai donné ces terres à Julien. Pas parce que c'étaient les plus mauvaises, mais parce que c'étaient les plus belles à mes yeux d'artiste. Cette bergerie, ces friches pleines de fleurs sauvages, ces rochers qui changent de couleur selon la lumière, c'est mon atelier, mon inspiration, mon âme. L'orage s'éloigne au-dessus du mont Sainte-Victoire, et les premiers rayons de soleil percent les nuages, illuminant cette bergerie transformée en cathédrale de l'art et de l'émotion. 3 mois plus tard, la galerie Rousseau d'Aix-en-Provence inaugure l'exposition Henri Dubois, 60 ans de Provence secrète, et le vernissage attire des collectionneurs de toute la France. Les œuvres du vieux fermier artiste se vendent à des prix qui dépassent toutes les espérations, mais pour Henri, le plus beau cadeau reste le regard admiratif de ses enfants et la fierté qu'il lit enfin dans leurs yeux. Julien, devenu le gardien officiel de ce patrimoine artistique familial, transforme les friches héritées en un jardin de sculptures à ciel ouvert où les créations de son père dialoguent avec la nature provençale. Philippe et Marie, touchés par la grâce de cette révélation, découvrent aussi des talents artistiques qu'ils ignoraient posséder, comme si le courage de leur père avait libéré une créativité familiale longtemps réprimée. La bergerie devient un lieu de pèlerinage pour les amateurs d'art, mais surtout un symbole de réconciliation entre tradition et modernité, entre pragmatisme paysan et sensibilité artistique. Le soir du vernissage, alors que la famille Dubois rentre à la ferme sous un ciel étoilé de Provence, Henri s'arrête devant la bergerie transformée et sourit à Julien. « Tu sais, mon fils, finalement, je t'ai peut-être donné le meilleur héritage de tous. » Julien passe un bras autour des épaules de son père et contemple cette terre qu'il voyait autrefois comme ingrate et qui révèle maintenant toute sa beauté artistique. « Papa, tu ne m'as pas donné des cailloux et des ronces. Tu m'as légué ta vision du monde, ta capacité à voir la beauté là où les autres ne voient que de la friche.
Et dans ce moment de communion parfaite sous les étoiles provençales, tous comprennent que les véritables trésors ne sont jamais ceux qu'on imagine, mais ceux qu'on découvre quand on a le courage de regarder au-delà des apparences. L'histoire se boucle ainsi sur une vérité simple et bouleversante. Parfois, l'héritage le plus précieux est celui qui nous oblige à révéler qui nous sommes vraiment. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car en vidant définitivement la bergerie pour l'exposition, Julien découvre, dissimulée dans une anfractuosité du mur de pierre, une petite boîte métallique qui n'appartenait manifestement pas à son père. À l'intérieur, de véritables documents datant de 1943, des noms, des adresses, et une photo jaunire où l'on reconnaît distinctement Henri, âgé d'accent grave peine 8 ans, aux côtés d'un homme qui pourrait bien être son grand-père Émile. Au dos de la photo, une inscription à l'encre délavée, pour que la vérité survive, même si elle doit attendre 80 ans. Julien referme lentement la boîte, comprenant que l'invention de son père n'en était peut-être pas une, et que certains secrets de famille sont parfois si bien cachés qu'ils finissent par ressembler à des mensonges, jusqu'au jour où ils ressurgissent pour révéler une vérité encore plus troublante que toutes les fictions. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire bouleversante? Aviez-vous deviné que le véritable trésor était artistique et non pas historique? Laissez-moi vos impressions en commentaire. Et surtout, dites-moi de quelle ville de France vous regardez cette vidéo. Êtes-vous de Provence comme nos héros, ou d'une autre belle région française? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs. Si cette histoire vous a ému, touché, surpris, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits familiaux secrets qui se cachent dans nos campagnes françaises. Chaque semaine, je vous emmène à la découverte de ces histoires incroyables mais vraies qui se déroulent près de chez vous. Et maintenant, la question qui me brûle les lèvres. Pensez-vous que Julien devrait ouvrir cette mystérieuse boîte découverte dans le mur? Ou certains secrets valent-ils mieux être gardés? Votez dans les commentaires.